Bonjour et bienvenue à cet épisode de la pause santé vitalité. Le balado, on discute de sujets qui nous touchent avec des gens de chez nous. Mon nom est Anthony Doiron et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. France Desrosiers, présidente directrice générale du réseau Santé Vitalité. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Ben écoutez, on a plein de belles questions à vous poser et de beaux sujets à explorer aujourd'hui. Notamment, sous votre leadership, le réseau a amorcé une transformation majeure pour, disons, améliorer l'accès aux soins primaires avec le patient. Il y a une vision derrière ça. Et j'aimerais commencer l'entrevue en vous demandant quels sont les besoins qui ont motivé cette vision-là de changement? La plupart des gens le savent. Je suis un médecin de famille de formation. J'ai pratiqué en communauté depuis plus de 20 ans. Et l'accès aux soins de santé primaire au Nouveau-Brunswick, c'est probablement le pire accès au Canada. Fait que la raison pour laquelle c'est devenu une priorité pour le système, les besoins des patients augmentent. Ils ont donc besoin de consulter de plus en plus. Et ce qu'on veut faire, c'est améliorer cet accès-là parce que les patients vieillissent, les maladies se compliquent. Puis plus l'accès est rapide, plus on évite les complications. Fait qu'on a trouvé finalement qu'il y avait, on a regardé vers l'avenir, on a vu qu'il y avait une problématique qui allait survenir. J'imagine que c'est notamment en lien avec le vieillissement de la population. Oui, c'est un des éléments. Vieillissement égale aussi maladie chronique ou plus d'une maladie chronique. On a aussi une population qui est un petit peu moins en santé que 50 ans passés. Donc, plus de maladies chroniques en général qui nécessitent des suivis, des questions, des soins. Donc, un accès le plus rapide possible. Et qu'est-ce qu'il y avait au système de santé néo-brunswickois qui n'était pas adéquat pour répondre à ce besoin-là? Quels étaient les problèmes qu'on a identifiés au sein du système? C'est pas un problème unique au Nouveau-Brunswick, mais disons qu'on est peut-être un peu tard, un peu pour s'en occuper, je dirais. C'est la pratique, c'est une ancienne pratique, la pratique du médecin de famille isolé en communauté qui travaille en silo. Donc, sa capacité d'accueil, sa capacité de répondre aux besoins de la patientèle est diminuée parce qu'il est tout seul, il est pas en équipe. Alors, l'idée de l'approche du modèle de service intégré, c'est de joindre différents professionnels de la santé et plusieurs médecins ensemble pour augmenter l'efficacité, donc la capacité à répondre aux besoins d'accès des patients. Là, on a vu une implantation de différents, on pourrait parler de petits microcosmes là, d'experts en santé dans différentes communautés au Nouveau-Brunswick depuis les dernières années. Comment se passe cette transition-là? Parce que c'est une transition également pour le personnel médical, c'est nouveau. C'est nouveau c'est nouveau à différents degrés. Il y avait quand même des petites équipes qui existaient déjà, des débuts de modèles un peu partout. Mais là, c'est un autre niveau. On est rendu à 26 équipes à travers le réseau, des équipes de médecins associées avec des infirmières praticiennes, des infirmières, des auxiliaires, des travailleurs sociaux. Puis l'objectif ou la vision, c'est d'ajouter d'autres types de professionnels selon les besoins de la patientèle qui est servie par les équipes en question. Fait qu'il y a vraiment une adaptation des équipes par rapport au milieu où ils se trouvent, parce que les enjeux sont pas les mêmes. C'est ça. Ça se ressemble tout de même, mais on a quand même des communautés plus âgées où il y a des prévalences de maladies plus grandes pour certains types de maladies. Donc, le professionnel nécessaire pour appuyer les équipes peut varier un peu. Je dirais qu'à travers le Nouveau-Brunswick, les défis de santé mentale existent. Donc, souvent, on va demander d'avoir des travailleurs sociaux, des psychologues associés aux équipes. C'est certain qu'on a besoin de la partie infirmière pour optimiser les équipes également. Mais là, on peut penser plus loin. Les pharmaciens, les physiothérapeutes, il n'y a pas de fin, là, ça pourrait être les nutritionnistes, etc. Mais ça semble pourtant tellement évident d'avoir une telle collaboration entre les différents professionnels de santé. On se demande finalement pourquoi ça n'avait pas été fait auparavant. Est-ce que c'est une certaine demande qu'il y avait de la part des professionnels de la santé comme motivé cette décision-là? Est-ce qu'il y avait faim de la part de ces gens-là pour aller vers cette direction-là? Je dirais que il y a plus d'une réponse à cette question-là. Le mouvement venait de différentes parties. Donc, le patient se plaint de pas avoir accès. D'ailleurs, les patients pour des problèmes non urgents, où est-ce qu'ils vont actuellement? Dans 50% du temps, ils vont dans nos salles d'urgence. Ce qui est pas la bonne place pour consulter pour ça. Les professionnels de la santé, les médecins en communauté qui travaillent en silo se sentaient souvent désemparés. Ils sentent qu'ils répondent pas aux besoins. Ils se sentent tout seuls aussi. Donc, le fait de les connecter soulage beaucoup. Le fait de s'occuper d'une partie des responsabilités administratives leur permet de faire plus de médecine. C'est qui est la profession qu'ils ont choisie. Et puis, les autres professionnels, souvent, ont même peut-être, je dirais, une vision encore plus avancée sur la prévention.
Puis ça fait partie de la solution, faire de la prévention, du dépistage aussi. Alors c'est pour ça aussi qu'on se rapproche là, des équipes de santé mentale, les équipes de santé publique, dont la mission se rapproche de la prévention, du dépistage et des soins de santé mentale. Fait qu'on a évidemment une vision qui est en train de se concrétiser, qui va de loin améliorer la condition des néo-brunswickois dans plusieurs années, parce que ça va avoir des impacts si on travaille en amont. Mais pour le patient qui a besoin d'un accès immédiat, on parle de l'accès aux soins primaires, comment est-ce que ça se matérialise pour ces gens-là? Est-ce que vous avez du retour? Est-ce que c'est positif? J'ai hâte d'entendre des témoignages, oui. Mais dans le fond, on s'était donné 2 cibles. La première, c'était d'accélérer l'accès pour un rendez-vous qui est pas urgent, donc un patient qui appelle pour quelque chose qui peut attendre un petit peu. Notre cible, c'est 5 jours, en dedans de 5 jours. Et on s'est fixé ensuite une deuxième cible qui est d'offrir un service en dedans de 24-48 heures pour les problèmes qui sont un peu plus urgents, pour éviter que nos patients aillent dans les salles d'urgence. Fait que parmi nos 26 équipes, on a 26 équipes, je l'ai dit tantôt, mais 6 autres qui sont en co-construction, donc on est à veille de dépasser le 30. Parmi nos 26 équipes actives, plus de la moitié offrent l'accès dans 24-48 heures maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 180 000 patients à travers Vitalité qui ont accès en dedans de 24-48 heures à une équipe de santé familiale avec plusieurs professionnels de la santé s'ils présentent un problème émergent, semi-urgent. Je dis semi-urgent dans le sens qu'on parle pas ici des grosses urgences pour lesquelles il faut se présenter à l'urgence. Là. De toute évidence. Puis pour les rendez-vous non urgents, on a quand même diminué de moitié le temps d'attente, malgré qu'on n'est pas encore rendu aux 5 jours. On a à peu près la moitié de nos équipes qui ont déjà atteint 5 jours, par exemple. Alors ça, c'est un changement qui doit être qui apporte grand soulagement justement dans nos urgences. C'est justement ma prochaine question. On entend souvent parfois qu'il y a du temps d'attente qui est peut-être trop long ou qu'on n'est pas servi peut-être assez rapidement. Cette vision-là vient directement répondre à ça. Là. On désengorge nos urgences pour libérer nos professionnels. Ben oui, le système de santé, c'est une série de chaînes de valeur. J'appelle ça souvent comme ça. Si on travaille en amont, qu'on améliore l'accès en communauté, l'objectif, c'est de désengorger nos salles d'urgence pour que les patients qui ont besoin de soins vraiment urgents soient traités le plus rapidement possible et que les patients qui ont des petits cas soient traités par leur équipe de santé familiale le plus rapidement possible aussi. Donc, c'est le meilleur des mondes pour tout le monde. C'est des excellentes nouvelles. Alors, on parle de nouveaux modèles. Il y a des médecins qui sont dans le système depuis plusieurs années, qui sont habitués à fonctionner d'une certaine manière, puis il y a des nouveaux médecins, des nouvelles recrues. Est-ce que c'est un système qui vient séduire les nouveaux médecins? C'est quelque chose qu'ils étaient déjà attirés vers? Ta question est intéressante parce que on se prépare à l'avenir, donc pour répondre aux besoins des patients, mais aussi répondre aux besoins de nos travailleurs de la santé. Les nouveaux médecins, en général, cherchent des cliniques clés en main. Donc, on se prépare à pouvoir offrir ça dans le futur, mais en même temps, la masse de nos médecins en communauté actuellement sont des entrepreneurs indépendants. Parmi eux, il y en a qui sont tannés puis qui voudraient bien avoir une solution clé en main. C'est avec eux qu'on travaille vers cette direction-là. Mais il y en a d'autres qui sont devenus des entrepreneurs. Ça fait partie de leur vie. Ils veulent continuer à être leurs propres entrepreneurs. Puis ça, ils peuvent faire partie de notre modèle quand même. Donc, on les supporte avec toutes sortes d'approches, avec des professionnels parfois, mais parfois c'est avec des protocoles, des processus, un centre d'aiguillage qui va nous aider prochainement à trier les patients de façon avancée, assister l'intelligence artificielle, les dossiers médicaux électroniques communs. Il y a toutes sortes de choses qu'on met en place pour appuyer nos médecins qui désirent une solution clé en main ou qui désirent demeurer des entrepreneurs indépendants. Je comprends finalement que vous n'avez pas eu à attendre trop longtemps pour avoir des volontaires pour mener ces cliniques-là. Ça semble être très populaire auprès de nos médecins. C'est assez exceptionnel parce qu'on gère quand même le changement. Pour tous ceux qui font de la gestion de changement, c'est tout un défi. Puis en dedans d'un an, on a engagé 70% de nos médecins de famille. Quand on parle des courbes de changement, là, on est allé chercher autant nos changeurs précoces, puis tout notre groupe du milieu. Il nous reste nos late, là, nos derniers qui vont arriver dans le 30% dans la prochaine année. On le souhaite. Notre objectif, ça serait d'attacher tous nos citoyens de Vitalité en dedans de 2 ans. Donc, il nous en manque proche de 100 000. Là. C'est très ambitieux, mais réaliste. C'est réaliste. On a déjà ajouté à peu près de 30 000 patients au groupe là, de patients qui n'avaient pas de médecin de famille. Là. Donc, ces équipes, est-ce que c'est tout géré par le réseau Santé et Vitalité? C'est quoi la collaboration avec
Alors, tout le modèle a été la base du modèle avec ses critères de base. Donc, les critères de base, ça veut dire on travaille en équipe, on travaille en multidiscipline, puis on a un dossier médical électronique. Donc, on se connecte. Ces critères-là ont été mis en place par le réseau. Puis après ça, toute la gestion de changement, la connexion des équipes, la mise en opération des équipes est toute gérée par le réseau de santé et vitalité. Il y a des avantages à ça. D'abord, on a un réseau francophone dont la mission est d'offrir des soins en français dans la langue du choix du patient, mais administré en français. Absolument. Puis ça nécessite une bonne gestion de la ressource humaine, une bonne répartition de la ressource humaine, entre autres quand on crée de la transformation pour pas créer des vides à d'autres endroits quand on est en train d'augmenter un service à un autre endroit. Fait que ça, c'est au niveau du système, répartition de la ressource humaine, gestion de changement, opérationnalisation du modèle, ça appartient à Vitalité. Mais pour le patient, ce que ça veut dire, puis pour les travailleurs de santé aussi, c'est une meilleure fluidité du parcours du patient à travers le système. Fait qu'on y a touché tantôt. Si on améliore l'accès en communauté, on désengorge nos urgences. Si on désengorge nos urgences, on offre un meilleur service dans nos urgences. Nos patients qui ont besoin d'être hospitalisés ont accès à un lit plus vite. Pourquoi? Parce que le patient qui peut partir de l'hôpital parce qu'il va déjà mieux a déjà un lien avec le service en communauté. Puis c'est tout le même système qui organise ce parcours-là, ce qui fait que les patients rentrent plus facilement, sortent plus facilement, sont pris en charge plus rapidement et de façon plus complète. C'est une prise en charge du patient du début à la fin, véritablement. On n'échappe personne. Là. C'est ça. C'est une intégration de tous les services plutôt qu'une fragmentation des services qui peut arriver à un résultat, mais qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, souvent moins performant. On parle d'une transformation majeure du réseau de santé et c'est effectivement énorme et tout ça doit inévitablement se buter à certaines embûches. Est-ce qu'il y a justement, quel type d'embûches est-ce qu'on fait face présentement qu'on tente peut-être de déconstruire ou de surmonter? Je pense que c'est pas tout le monde qui peut voir le système dans son entier. Donc, de voir, par exemple, que dès qu'on ajoute des partenaires dans une organisation ou dans un système, on complexifie tout le parcours du patient. On brise la chaîne de valeur. On diminue la capacité à optimiser le système. Et je pense que c'est probablement le plus gros défi au niveau systémique qu'on rencontre parce que on sait toujours recommencer, la politique change, les ministères changent, les gens dans notre propre organisation changent. Fait que pour comprendre la complexité de tout ce système-là, ça prend du temps. Puis quand les joueurs changent, c'est souvent recommencer à zéro. C'est une bonne chose que vous êtes demeuré en poste. On vous a renouvelé votre mandat encore. Donc, on avait confiance en votre vision de mener à bien tous ces changements-là, clairement. Qu'est-ce qui est pour la suite en termes de l'implémentation de ces unités de soins comme ça? Est-ce qu'on va en avoir plus? Est-ce qu'on veut se limiter? Parce qu'on mentionnait 26, 6 de plus, 32. Est-ce qu'on pense que c'est assez pour couvrir tout notre territoire? En fait, on n'a pas un chiffre précis parce que ça dépend tout le temps du nombre de médecins qui désirent se joindre dans une équipe. La capacité est différente. Faut pas oublier qu'on s'est donné un modèle agile. On co-construit avec nos médecins sur le terrain, puis on s'adapte aux réalités de leur localité, mais aussi à leur réalité, leur choix personnel. Il y en a qui aiment de travailler avec telle équipe, puis pas avec telle autre équipe. On estime qu'on devra avoir une 40aine d'équipes en tout. Puis d'ailleurs, avec 70% de nos médecins représentent une 30aine d'équipes. Si on fait le calcul rapidement, à peu près 40 équipes devraient couvrir le 100%. On souhaite d'atteindre le 100%. On sait qu'il y en a que ça va être plus long. Il y en a peut-être qui embarqueront jamais, là. Mais on souhaite vraiment d'être capable d'engager la totalité de nos médecins dans l'objectif de servir la totalité de nos citoyens. Est-ce qu'on est en mesure de mettre une année à ça ou on n'est pas encore certain? On s'est donné 24 mois. Ah! On s'est donné 24 mois. C'est certain qu'on rencontre des obstacles. On a besoin de partenaires pour lever les obstacles, mais on est une équipe, je dirais, persévérante et courageuse. Ah, ça, y a pas de Puis on va y arriver. Docteur Desrosiers, pour revenir peut-être un peu sur la collaboration entre les équipes, comment on fait pour faciliter justement cette communication-là entre les professionnels, pour assurer que le service qui est offert bénéficie justement de cette collaboration-là? C'est plus qu'une collaboration, je dirais, c'est une synergie. Ça commence par le triage du patient. Quand on trie, le triage du patient, ça veut dire qu'on écoute le problème du patient, la raison pour laquelle il fait une demande de service, d'abord pour s'assurer qu'il est vu par le bon professionnel.
En faisant ça, puis même avec mon expérience personnelle, je pourrais vous dire que plus de 50% des demandes dans un bureau de médecin de famille qui peuvent être adressées par un autre professionnel de la santé. Pas n'importe quel professionnel. Parfois, c'est un professionnel qui est complètement indépendant du médecin. Parfois, ça peut être un professionnel qui est supervisé par un médecin ou à qui le médecin a délégué certaines actions et le supervise à distance. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être gérées par des infirmières auxiliaires. Il y en a d'autres qui peuvent être gérées par des infirmières. L'infirmière praticienne a un grand éventail de services qu'elle peut offrir aussi. Puis là, à ça, on peut ajouter, vous avez entendu parler sûrement de qu'est-ce que les pharmaciens peuvent faire en communauté. Les physiothérapeutes sont extraordinaires, sont souvent meilleurs que les médecins de famille pour évaluer les douleurs mécaniques. Alors, pourquoi pas les intégrer dans les équipes de santé familiale? Ça fait partie d'une des raisons principales pourquoi les gens appellent leur médecin de famille. Une blessure, une douleur à quelque part. Les troubles de la santé mentale, même chose. On a des équipes de santé mentale qui offrent d'excellents services. Parfois, il y a des patients qui sont moins intéressés ou plus intimidés d'aller consulter ailleurs que dans leurs équipes de santé familiale. Alors, pourquoi pas apporter une partie des services de santé mentale dans les équipes de santé familiale pour bien répondre aux besoins des patients. Puis ça, la santé mentale, c'est encore une des demandes les plus fréquentes qu'on reçoit dans les bureaux de médecins de famille. Docteur Desrosiers, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous pour nous expliquer cette vision-là. On est très reconnaissants. On a beaucoup appris aujourd'hui. Le plaisir était pour moi. Alors voilà qui conclut notre épisode de la pause Santé et Vitalité. Mon nom est Anthony Doiron et je vous dis à la prochaine fois.